Bienvenue à la Villa en Pin. Ce soir dans 50 degrés Nord, Diane Henbert, Jean Bogossian, Alain Lempoul, Yann et Olivier Schwartz. Un jour, je ne ferai pas. Bonsoir à tous, bienvenue au cœur de la Villa en Pin. Bonsoir, Jean-Marie. Villa en Pin qui nous accueille jusqu'à vendredi, qui abrite aujourd'hui la fondation Bogossian. C'est une fondation qui a été créée en 1992 par Robert Bogossian et ses deux fils dans le but de contribuer à l'éducation de la jeunesse. On va en parler dans quelques instants. En 2006, la Villa en Pin, donc ici, cette villa dans laquelle nous sommes, est devenue la propriété de la fondation qui a installé un lieu de dialogue entre les cultures d'Orient et d'Occident, d'où une série d'activités, notamment des expositions. On parlera de celle qui se tient ici jusqu'à encore quelques mois, parce que je pense que c'est jusqu'en septembre. Nous commençons cette semaine avec nos deux premiers invités. Jean Bogossian, bonsoir. Vous êtes un des fils de Robert Bogossian. Vous êtes également artiste et vous exposez dans le cadre de cette exposition ici à la Villa Bogossian. Et puis bien sûr, une invitée qu'on connaît bien dans 50 degrés Nord, c'est Diane Henbert. Vous dirigez cette fondation depuis 2007 après avoir dirigé l'Atomium et la Fondation pour l'architecture. Bienvenue à tous les deux et puis surtout merci de nous accueillir un peu chez vous durant toute cette semaine. Nous allons bien sûr parler dans quelques instants de cette exposition qui nous tient occupés, qui va nous tenir occupés tout au long de la semaine. On va recevoir pas mal d'artistes, mais je voudrais qu'on commence par parler de la Fondation. Alors Jean Bogossian, je pense que vous êtes bien placé pour parler de cette fondation. Cette fondation est née il y a un peu plus de 20 ans. Dans quel but finalement ? En fait, la fondation a été créée au moment où l'Arménie a eu un tremblement de terre et il y a eu des dévastations et des morts, plus ou moins 80 000. Et donc on a été en Arménie, on est issu de ce peuple. En fait, on a quatre nationalités, arméniens, syriens, libanais et puis belges. Et on a été en Arménie voir les dévastations. On a commencé à réaliser un projet chaque année, une reconstruction d'une école, un orphelinat, un centre d'art, école d'art, enfin différents projets. Alors, le but de notre fondation, après avoir acheté la Villa en Pin, nous avons... Parce qu'il fallait un lieu pour ça. Il fallait un lieu. Donc j'ai tourné, je ne vous cache pas, dans plein de pays pendant plusieurs années et j'ai visité 150 petits musées de ce que j'avais en tête avant de trouver la Villa en Pin, on a eu la chance d'acquérir et de restaurer. Très coûteux, mais on y est arrivé. Ce que je peux vous dire, c'est que ce projet est aujourd'hui destiné à l'art, le seul langage que nous avons finalement déduit, puisqu'on entend les gens parler de paix, mais ils continuent à faire la guerre. Et on en a marre de ce langage où les résultats ne sont pas ce qu'on attend. Nous avons pensé qu'il fallait un langage de communication entre les gens, de pouvoir se parler même si on ne s'entend pas, même si on n'est pas d'accord. Et donc, nous avons acheté ce lieu, nous l'avons présenté donc. La famille Bogossian aujourd'hui, elle rayonne finalement grâce à ce lieu. On va peut-être parler maintenant du lieu en question, la Villa en Pin, qui, comme on l'a dit maintenant, abrite cette fondation. On a parlé de la philosophie de la fondation. Concrètement, qu'est-ce que la Villa propose et qu'est-ce que la Villa fait à travers la fondation ? Donc la Villa est le siège de la fondation. Elle est ouverte au public depuis avril 2010, donc ça fait juste 4 ans. Ouais. Et on y présente des expositions. Celle-ci est la 10e exposition depuis son ouverture au public. On y organise des conférences, des rencontres internationales, des ateliers, des workshops. On a aussi la possibilité d'accueillir des chercheurs, des étudiants, des artistes en résidence dans l'ancienne conciergerie de la Villa en Pin. Et, qui se trouve là, juste derrière. Qui se trouve derrière la piscine. Et on développe aussi à partir d'ici beaucoup de relations avec, et de coordination avec les projets que la Fondation mène à l'étranger. Et essentiellement, pour le moment, en Arménie et au Liban. Est-ce que vous avez déjà vu qu'en quelques années, cette fondation, elle a un impact et que les choses, petit à petit, évidemment, changent ? Est-ce que vous le sentez, ça ? Oui, bien sûr. C'est un chemin qui était très dur au départ et petit à petit, on commence à se faire connaître et on commence à exister. Et grâce à cette émission aussi, ce qu'il y a, c'est que nous, par exemple, un des projets que nous avons dans l'immédiat, c'est une conférence
à Beyrouth que nous organisons de rapprochement sur la mémoire entre les Turcs et les Arméniens par rapport au génocide et dans un cadre de tolérance et d'éthique. Et c'est très important aujourd'hui, la dernière déclaration d'Erdogan, le Premier ministre, qui a dit qu'il présentait ses condoléances au peuple arménien dans les circonstances dans lesquelles ils étaient morts. Et nous pensons, moi j'ai toujours dit, dans mon premier discours du président il y a 15 ans, du président de la République en Arménie, j'avais dit qu'un jour, de l'autre côté de la frontière, il y aurait un homme éclairé qui allait faire reconnaître à son peuple, le reconnaître lui-même et libérer la mémoire de son peuple, parce que c'est une manière aussi d'aider son propre peuple, de la même manière qu'il pouvait sceller et réparer les cicatrices des Arméniens. Et c'était la seule manière que les Arméniens pouvaient faire leur deuil, c'était la reconnaissance. Ouais, donc finalement, petit pas par petit pas, voilà, aujourd'hui, les choses avancent. Nous y arrivons toujours dans la tolérance, dans la discussion, mais pas à cause de la violence. Voilà, c'est ça un peu notre message. On s'éloigne de la violence. Et à travers l'art. Alors justement, parlons de cette exposition Entre deux chaises, un livre. C'est pas la première exposition dont on vous parle dans cette émission ici à la Villa en Pin. Hein. C'est la 4e, 5e, 6e exposition. Vous nous faites le plaisir de nous inviter souvent et on en est ravis. Voilà, c'est une exposition qui s'appelle donc Entre deux chaises, un livre. Elle est à voir jusqu'au 7 septembre. Vous faire la liste là maintenant de tous les artistes qui sont représentés, ce serait un petit peu long. Du temps. Ils sont dans tous les étages, dans tous les recoins de cette villa. Voici un petit reportage qui vous présente, qui vous fait une visite guidée de cette exposition. Le reportage est signé Philippe Courteil. On y retrouve dans quelques instants Diane Henbert. En Belgique, il y a une grande collection privée qui réunit de manière très éclectique des choses tout à fait extraordinaires. Et nous n'en avons choisi que 250, signés par plus de 200 artistes venus du monde entier. Quand les artistes s'emparent de ces objets, on rentre dans un monde enchanté. On rentre dans un monde de liberté, de fantaisie, de poésie. On a une très très belle chaise qui a été réalisée par Bob Verschuren et qui est en fait une chaise arbre. Ça évoque ce côté vivant, ce côté solide, ce côté ancré dans la terre qui bien entendu fait penser aux conditions d'une culture. La chaise sur laquelle je suis, qui est signée par Paul Quadens, qui est en fait un trône. Les trônes, ça a été une des premières manifestations de la hiérarchie sociale à travers la chaise. Il y a d'ailleurs dans l'exposition un autre trône qui a été réalisé par une artiste japonaise à partir de 18 millions d'épingles de nourrice. Alors il y a d'autres livres aussi qui évoquent le feu, qui évoquent cette curieuse relation qui a toujours existé entre le papier et le feu, le feu qui l'éclaire mais aussi qui peut le détruire. Il y a toute une série de choses qui sont déclinées à partir des plis. Un livre est né du pli. Le fait que ce soit des objets, je dirais pas banals, mais quotidiens, donne une surprise encore plus grande quand on découvre toutes les déclinaisons possibles à partir d'eux. Donc on est dans une exposition où on pourrait dire, in fine, quand on en sort, que cette équation, l'art égale la vie, a vraiment du sens. Voilà donc le reportage de Philippe Courteil, petite visite guidée de cette exposition à voir ici jusqu'au 7 septembre. Nous recevrons dans le courant de la semaine, puisque nous sommes toute la semaine, je vous le rappelle, ici à la Villa en Pin, nous recevrons des artistes, nous recevrons Paul Quadens, qui est celui qui a créé la chaise dans laquelle on vous voit dans le reportage, on vous voit assise, qui est juste derrière nous. Nous recevrons également Christopher Koppers, qui lui travaille beaucoup sur les revues, sur la matière des revues qu'on peut feuilleter, que vous feuilletez en tout cas chez votre coiffeur Jean-Marie. Et puis je voudrais qu'on parle aussi d'une œuvre qui est juste là derrière également, c'est la vôtre, Jean Bogossian. On l'a vu dans le reportage. Une œuvre, en effet, c'est un grand livre que l'on peut feuilleter avec des gants, attention, on peut tourner les pages de ce livre qui est en effet attaqué par le feu. Un petit mot sur cette œuvre. Alors, d'abord, je dois vous dire qu'on a eu une longue discussion parce que j'ai toujours dit à Diane, je n'expose pas mes œuvres à la Villa en Pin.
Je veux pas qu'on pense Être des deux côtés de la voilà, frontière. je veux ouais. pas qu'on pense que cette fondation sert mon travail d'artiste. Ouais. Mais on s'est en discussion 2-3 semaines. J'ai tenu bon. Alors, elle a tenu bon, et puis finalement, j'ai dit OK. Maintenant, le message, mon travail artistique, ça fait 3 ans que je suis dans le feu. J'ai toujours beaucoup trituré le support, c'est-à-dire plié, collé. J'ai travaillé beaucoup sur différentes manières de découvrir comment peindre aujourd'hui. Quand j'ai découvert le feu, il m'a apprivoisé. Ça fait 3 ans que je suis là-dedans. Et j'essaye de faire avec de la destruction, une construction. Oui, parce que c'est vrai, on le disait dans le reportage, il y a à la fois le feu lumière et puis le feu destruction. Vous jouez sur ce paradoxe quelque part. En même temps, j'essaye d'aller à l'essence, j'essaye de rechercher une certaine intimité. Pour moi, le travail artistique, c'est vraiment un recueillement et c'est vraiment un endroit où je me retrouve et je suis l'homme le plus heureux. Est-ce que c'est pas aussi une manière de nous dire que ces différences qui nous séparent devraient nous unir plutôt et c'est un petit peu le message forcément aussi de la Villa, de la Fondation. On parle d'Orient, d'Occident, de nos différences qui généralement en effet mettent de la distance entre nous alors qu'elles devraient nous réunir. Écoutez, inconsciemment, c'est peut-être aussi de dire la violence qui est le feu peut devenir quelque chose de beau. Et c'est peut-être ça le message de mon travail à travers le feu, mais surtout c'est plein de recherches aussi et beaucoup d'expressions. Diane, une dernière question, parce qu'il n'y a pas seulement cette exposition ici à la Villa Bogossian, il y a beaucoup de choses. Donc d'ailleurs, je vous invite à aller sur notre site pour avoir les liens et les informations, pour avoir toutes les informations sur ce qui se passe ici à la Villa Empain. Il y a des lectures spectacles, il y en aura une bientôt avec Zidani et Sam Touzani. Il y en a tous les dimanches. Voilà, il y a des week-ends, des stages d'écriture, des rencontres, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous aussi, qui êtes dans le quotidien de cette villa, vous sentez que les gens ne viennent pas voir seulement une exposition ? Au début, c'était plutôt l'inverse. Au début, les gens découvraient avec plaisir et un bonheur non dissimulé la restauration de cette villa, qui avait quand même été au moment où les Bogossians l'ont achetée, qui était dans un état épouvantable, à l'agonie véritablement. Donc elle a été entièrement refaite. Et les gens étaient contents de la voir parce que ils la connaissaient ne fût-ce que de passer devant. C'est une maison qui a toujours un peu intrigué. Ça, c'était il y a 4 ans. Il y a 4 ans, c'était plutôt cette curiosité-là. Et puis, j'ose croire que la qualité de ce qu'on y présente fait qu'aujourd'hui, le public s'est fidélisé, en tout cas le public bruxellois ou le public belge. On est en croissance, toujours. Ce qui est particulier, ce que nous observons depuis un certain temps, c'est aussi que les étrangers considèrent que c'est un des mœurs de Bruxelles et que quand ils arrivent à Bruxelles, c'est une des choses qu'ils viennent visiter. Passage obligé. Ça devient presque un passage obligé. Donc on est ravis. Cela dit, il reste un travail à faire, je trouve, au niveau des écoles. Parce que en Belgique, et en Belgique francophone plus spécialement, les écoles sortent de moins en moins dans les lieux culturels. Et je trouve ça terriblement triste. Et si on pouvait convaincre des professeurs, des directeurs d'école ou des ministères, ou je ne sais pas qui il faut convaincre en priorité, à permettre à leurs enfants, aux enfants, de venir découvrir des lieux comme ça, je pense que ce serait formidable. Bon allez, l'appel est lancé en tout cas. Emmenez vos enfants, venez en famille. Parce en plus c'est une exposition qui le permet. Il y a quelque chose de très ludique aussi. Tout comme le catalogue, il est très ludique aussi, forcément, ce catalogue qui peut se porter comme un sac. C'est donc Entre deux chaises, un livre. C'est le catalogue de l'exposition qui se tient jusqu'au 7 septembre ici à la Villa Empain, qui abrite la Fondation Bogossian et qui nous abrite jusqu'à vendredi. Nous allons du côté de l'ICOB avec vous, Jean-Marie. Une exposition s'y tient qui unit 2 artistes, Sophie Langor et Jacques Charlier. Alors Jacques Charlier, on le connaît bien. C'est un petit peu un enfant terrible de l'art belge, ça, non ? Oui, mais enfin, enfant terrible et en même temps, moi je dirais que peut-être quelque part, Jacques Charlier, il a toujours souffert de son sens de l'humour, comme quelques autres artistes, c'est-à-dire que pour certains, Jacques Charlier, c'est un peu comique, etc. Alors que c'est beaucoup plus que ça.
Et on le voit dans cette expo, comme dans beaucoup d'autres expos de Jacques Charlier, qui se déroule donc à l'ICOP, c'est-à-dire à Eupen. Alors Eupen, tout le monde ne situe pas, on est quasiment en Allemagne, c'est vraiment tout au bout, tout au bout. Et en fait, c'est quasiment le seul autre centre d'art contemporain avec le Max à Mons. Donc voilà, il y a quand même un très long chemin, mais de ce côté-là du pays, il y a ce lieu qui est assez extraordinaire. Et cette exposition qui est franchement très très bien. Qui s'appelle Glorious Bodies. Glorious Bodies. Alors les corps glorieux, ça peut faire référence à plein d'autres choses. Ça fait référence évidemment notamment à l'art religieux et à l'art religieux dans le christianisme, c'est-à-dire le corps du Christ, évidemment, le corps du Christ ressuscité, et puis les Vierges Marie, et puis toutes les saintes, tous les saints, etc. Et on voit qu'au fil du temps, tous ces personnages ont eu une image très importante. La manière dont on les représente signifie beaucoup de choses, porte beaucoup de choses également. Et ce que font ces deux artistes, Jacques Charlier et Sophie Langor, c'est finalement d'interroger cette image, la puissance de cette image, et aussi de la comparer à l'image d'aujourd'hui, à la manière dont les corps glorieux existent aussi aujourd'hui. Les autres corps glorieux. Oui, et dont, il y a un petit décalage une quand même. certaine foi en quelque chose, c'est peut-être déplacé. Il y a toujours une religion, mais elle n'est plus vraiment mystique ou quoi. C'est la religion du people, c'est la religion des beautiful people et compagnie. Des glorious people. On y croit aussi à ceux-là. Alors, on va tout de suite suivre Jean-Marie dans une petite visite guidée de cette expo. L'obsession première de l'humanité, c'est de conjurer le temps et le vieillissement. Alors cette espèce d'espérance, elle était transmise par les béatifications et aussi les sculptures exemplatives. Il fallait des espèces d'images pour se référer et finalement se donner une assurance. Ici, tout le travail qu'on présente, c'est justement ce travail sur des images qui traversent le temps et avec une nouvelle culture de l'image actuelle. Donc maintenant, avec Internet, etc., on a quelque chose qui se situe en dehors de l'espace et du temps. D'abord, on a une photographie d'une sculpture que j'ai été chercher dans les réserves du musée du Grand Cursus à Liège. La façon de prendre cette photographie-là, elle fait fort référence à la façon de photographier, dont on photographie les mannequins et les modèles pour les publicités pour le maquillage en fait. Et donc j'ai cherché alors sur Internet des profils ressemblants. Et donc ici j'ai remis une couche en leur donnant vraiment les traits alors de la Sainte, de la Sainte Vierge. Avec l'invitation de l'ICOB et de l'exposition Glorious Bodies, j'ai voulu faire le versant masculin. Et le travail n'est pas le même. Pour les hommes, on a plutôt, on met en valeur leur charisme, la prestance, etc. Tout à fait à l'opposé des vierges et des saintes immaculées et sans tache. Ici, on a affaire à des mythes qui sont beaucoup plus ténébreux et en même temps beaucoup plus agressifs. Le culte de Morgane est aussi une image qui va vraiment traverser les générations et à un point tel que maintenant, non seulement dans les films, mais également dans les bandes dessinées, elle est toujours très présente. Voilà, c'est une exposition à voir jusqu'au 13 juillet. Sophie Langor et Jacques Charlier, donc Glorious Bodies. C'est à l'ICOB. C'est teinté d'humour, bien sûr, mais il y a tout un message derrière. Oui, il y a un petit peu d'humour dedans, mais aussi beaucoup de réflexions, beaucoup de questions sur la manière dont les choses nous sont montrées, dont les gens nous sont montrés, puisqu'on le voit dans l'exposition comme dans le catalogue, qui est un petit catalogue, mais vraiment très très bien fait, très bien mis en page notamment, où on retrouve tous les diptyques de Sophie Langor, parce que c'est vrai que quand vous arrivez dans l'expo, là on le voyait dans le sujet, quand vous rentrez dans l'expo, vous voyez ces diptyques, vous vous dites « Oh tiens, elle a mis chaque fois 2 fois la même photo ». Et puis il faut s'approcher pour voir que d'un côté, il y a une vierge ancienne qu'elle a été retrouvée dans les caves du musée Cursus, et puis de l'autre côté, des photos qu'elle va chercher dans les magazines de mode, etc. Et ce jeu entre les deux est assez incroyable. On se dit « Mais donc, on montrait les gens de la même manière ?» Parce qu'on ne peut pas imaginer que les photographes de mode aujourd'hui vont rechercher partout des vieilles statues de vierges pour faire poser les top modèles. Et pourtant, elles ont exactement la même attitude. Et quand elle fait ça avec les hommes, on retrouve les saints et puis les hommes qu'on retrouve aujourd'hui dans les magazines de mode, eux aussi, ils ont la même attitude que les gens du passé. Donc il y a manifestement une série
d'attitudes, de détails physiques qui font que tout à coup un corps devient attirant, qu'on le regarde différemment et qu'on peut aussi tout à coup croire à ce que ce corps va nous vendre d'une certaine manière. Est-ce qu'on apprend finalement plus sur notre manière à nous de glorifier les corps à travers toutes ces revues, etc., que sur la religion, évidemment. Enfin, on apprend sur les deux. On voit surtout que c'est infini. Ouais. Depuis qu'on a commencé à représenter le corps, on a toujours fait en sorte qu'il soit glorieux d'une certaine manière quand on avait quelque chose à faire passer à travers ce corps. Parce qu'à une époque, c'était la religion. Aujourd'hui, c'est faire passer un produit, etc. C'est toujours la religion, d'ailleurs, aussi, parce que ça n'a pas disparu. Et puis, dans l'expo, on découvre aussi le lien entre tout ça et aussi ces fameuses Morganes que Jacques Charlier nous montre. Il faut savoir aussi que dans l'expo, on a vu sa Morgane dans son tableau. Et puis, il y a une salle où il y a tous les éléments de la photo et du tableau. Et donc, on peut le reconstituer. Donc, si vous êtes une dame, normalement, vous pouvez vous habiller en Morgane et de vous photographier avec votre petit appareil photo. Et évidemment, Jacques Charlier, il va nous faire un truc avec tout ça. Il y a quand même un truc très ludique là-dedans, c'est à voir jusqu'au 13 juillet, Glorious Bodies, Sophie Langor et Jacques Charlier, c'est à l'ICOB. Merci beaucoup Jean Bogossian et Diane Henbert. Un petit mot peut-être pour conclure, Jean Bogossian. Oui, je voulais mentionner mon frère Albert, qui est cofondateur de cette fondation avec nous, qui lui, conduit le bateau encore, qui permet encore un soutien financier à la fondation. Mais nous faisons appel à toutes les âmes de bonne volonté, mais aussi à toutes les institutions, s'ils peuvent adhérer à notre message, qui est aujourd'hui une nécessité, ce rapprochement Orient-Occident, qui aujourd'hui est la cause des problèmes, de 80% des problèmes du monde, et dans lequel il y a beaucoup à faire dans ce rapprochement. Voilà, merci beaucoup Jean Bogossian, merci Diane Henbert d'avoir été ici pour commencer cette semaine et puis de nous accueillir aussi tout au long de la semaine. Bonne semaine. Comme je l'ai dit, nous sommes ici jusqu'à vendredi, puis nous reviendrons sur cette exposition, d'abord parce que nous y sommes, mais aussi parce que nous recevrons notamment Christopher Coppers et puis d'autres cette semaine. Merci beaucoup à tous les trois d'ailleurs. Merci. Je vous remercie aussi Jean-Marie. Nous allons maintenant poursuivre cette émission avec un sujet bande dessinée avec la sortie d'un nouveau Spirou. Alors, hors série, évidemment. L'album s'intitule La femme léopard. On le doit à un duo qui a déjà fait ses preuves, puisqu'il s'agit du scénariste Yann et du dessinateur Olivier Schwartz, qui ont déjà réalisé, c'était en 2009, le Groom vert de gris. Bienvenue à tous les deux. Bonsoir Cédric Routier. Voici cette bande dessinée, donc La femme léopard. Et c'est dans une... Alors, est-ce que c'est une nouvelle série d'ailleurs? C'est le Spirou de Schwartz. Et Yann, c'est déjà estampillé. Ben oui, parce que c'est des one-shots en plusieurs livres maintenant. Ouais, c'est plus vraiment des one-shots, c'est des one-shots en diptyque, triptyque. Moi, j'ai fait des triptyques en 2 albums. Ouais. L'éditeur m'avait dit, votre triptyque est bien, mais résumez-le en 2. Ouais. Et j'ai trouvé que ça renforçait justement la dynamique du triptyque. Donc je persiste à dire que c'est des triptyques, mais on n'a acheté que 2 albums. C'est génial. Il y a exactement la même quantité de matière dedans que j'ai tassé au chausse-pied. Et c'est très très bien, c'est dense. Alors au départ, ce Groom vert de gris, ça devait être une aventure. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, Dupuis vous a demandé de réitérer l'aventure avec La femme léopard, qui est un premier album, il y aura encore une suite. Ça a bien fonctionné, le public a mordu, Oui, c'est ça en fait, c'est juste parce que ça avait un peu marché et c'est simplement du bon sens éditorial. Et du pognon aussi. Voilà. C'est ce que je voulais dire, mais avec des mots peut-être un peu plus doux. Alors on va quand même raconter un peu l'histoire. Donc dans le Groom vert de gris, on était pendant la guerre, pendant l'occupation. Ici, nous sommes en 1946. En effet, Spirou picole. Oui. Il picole, il biberonne au whisky parce qu'il y a ce chagrin d'amour, cette jeune femme qu'il a aimée, qui a disparu dans les camps. Et puis il y a sur les toits du Moustique Hotel, il y a cette espèce de femme bizarre, déguisée en léopard, qui va s'introduire dans l'hôtel, qui se balade d'abord sur les toits, qui s'introduit dans l'hôtel pour voler une espèce de gris-gris comme ça, mais qui n'est pas là, qui se trouve à Paris auprès d'une grande famille de collectionneurs. Tiens, on pourrait être dans leur maison ici à la Villa en Pin. Le point de départ, c'est quoi? C'est raconter un peu l'après-guerre à Bruxelles? Oui, c'est ça en fait. Et puis c'est aussi... montrer que cette période-là est moins connue et tout aussi intéressante parce que se mettent en place
les bribes de la guerre froide. Et puis, il y a aussi le début de la fin la fin du colonialisme qui va aussi débuter. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la femme léopard n'est pas seule. Il y a aussi d'autres éléments dans cette histoire qui sont assez troublants. Il y a des scientifiques qui sont très convoités, et ce sont des scientifiques allemands. Alors, nazis, n'ayons pas peur. Voilà, alors là, c'est une réalité. C'est l'opération Paperclip dans l'après-guerre, avant même d'ailleurs la fin de la guerre, dès 1944. Il y a eu un film qui est sorti récemment, Monument Men, qui parle des services spéciaux qui récupèrent les œuvres volées par les nazis. Mais il y avait notamment, avec encore plus d'envergure, l'opération Paperclip, qui était récupérer tous les savants qui commençaient à mettre au point des armes secrètes, des chasseurs à réaction, la bombe atomique, enfin des choses comme ça. Alors c'est clair qu'on en est revenu un petit peu. C'est vrai que tout le monde craignait pendant la guerre que les Allemands inventent la bombe atomique. Du coup, il y a eu une espèce de course. Apparemment, Hitler, ça ne l'intéressait pas beaucoup. Par contre, c'est vrai que la force de l'armée nazie, c'était une force à la fois industrielle et scientifique. Donc du coup, les scientifiques après la guerre ont été courtisés, pas seulement par les Américains, mais par les Russes. Et les Français même, puisque finalement les Français ont récupéré un peu ce qui traînait, ce que n'avaient pas raflé les Russes et les Allemands. Et ils ont récupéré notamment les Américains, pardon. Et ils ont récupéré quelques scientifiques de haut niveau qui ont mis au point des inventions qui n'ont pas vraiment marché. C'est ça qui est drôle. Il y aurait vraiment beaucoup à raconter. C'est-à-dire, ils ont eu du troisième choix et en fait des gens à qui il manquait un petit peu un spécialiste corollaire qui aurait pu l'aider à faire le truc. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu le Minitel en France. On a eu quelques... voilà. Quelle belle invention. Mais il y a eu quand même le fameux Trident, le Griffon, quelques avions assez étonnants qui sont typiquement donc, français, avec technologie nazie derrière. Et donc, du coup, ces scientifiques intéressent aussi un certain Congo belge, parce que le Congo belge, nous sommes donc en 1946, 14 ans avant l'indépendance, mais on oublie que l'indépendance n'a pas commencé 2 mois avant qu'elle ait été donnée aux Congolais. Ça a été, des années et des années. Mais sous dehors d'un peu de fantaisie joyeuse, parce que Spirou, il faut que ce soit drôle. On parle quand même on va beaucoup parler aussi dans la suite du vrai Congo et tout ce qui était un petit peu l'entreprise des cervelages avec les évolués. C'est l'intérêt de cette bande dessinée, de cette série, finalement, c'est sous le couvert de raconter des histoires de Spirou, on raconte quand même des choses qui ont trait à la vérité historique. Tout à fait, mais il y avait ça dans Tintin. Quand on creuse, dans chaque Tintin, il y a en filigrane un peu toujours un contexte. Et ça peut être les trafiquants d'esclaves, ça peut être la course à la fusée, à la Lune, etc., la conquête de l'espace. Mais un jeune lecteur ne voit que l'aspect fantaisie, mais il restera en filigrane dans sa tête. Tintin l'avait fait, Tintin abordait le sujet. Oui, c'est vrai que c'est ce qui manque un petit peu à Spirou dans ces années-là. Et il ne s'autorisait pas de parler du contexte. En fait, c'était réaliste pour les voitures et les décors, mais pas... Non. On parlait peu de la guerre froide. C'était plutôt de la fantaisie. Nous, on lorgne entre Tintin et Spirou, en fait. Est-ce que c'est aussi parce que vous adressez justement à un public plus âgé et à des jeunes que vous pouvez jouer sur les deux tableaux? Non, c'est parce que je crois que les enfants eux-mêmes sont plus adultes maintenant. Grâce à Internet et tout, je vois ça, on a tous des enfants, tous les deux. À nous deux, on en a 8 ou 10, je ne sais plus combien. Bref, donc on a vraiment un bon panel comme ça sur lequel on teste. Mais grâce à Internet, les YouTube, les iPads et tout le bazar, ils sont au courant d'une tonne astronomique de choses que les enfants de l'époque de Spirou ne connaissaient pas. Donc on s'adresse à des jeunes adultes qui en fait sont souvent 12 ans, 13 ans, 14 ans et qui connaissent des tas de choses. Et si ces jeunes adultes ne savent pas encore ce que c'est que l'existentialisme, n'ont pas encore appris Sartre et Beauvoir, eh bien, ils auront déjà un bon début dans cette bande dessinée. En effet, il y a des personnages, peut-être, de l'univers d'Hergé, de l'univers de Tintin. Si vous cherchez bien à la fin de la bande dessinée, vous en retrouverez. Merci beaucoup, Olivier Schwartz et Yann, d'avoir été des nôtres. Voici tout de suite ma plus belle rencontre. Jean-Louis Leclerc rencontre cette semaine un certain Bastian Baker. Alors, il est suisse, mais il est belge d'adoption, j'ai envie de dire, depuis qu'il a sorti son album, bien sûr, mais aussi depuis qu'il est dans The Voice. Bastian Baker, bonjour. Mais je suis un peu étonné, je ne te connaissais pas. Tu es blanc, donc quoi, tu n'as rien à voir avec la famille de Joséphine Baker? Rien à voir, non. Ça t'attriste? Bah, je sais pas, j'aime beaucoup cette dame. C'est vrai. Mais tu as en même temps, tu as son côté un peu banane. Ouais,
Merci, c'est très bien vu. Ça doit être le côté... Non, j'ai adapté le nom de famille. Hein. C'est à consonance germanophone. Je m'appelle Kaltenbacher. En anglais, ça donne Colton Baker. J'ai gardé la fin. Tu sais pourquoi? Non. Parce que je me suis dit que Kaltenbacher, sur une pochette d'album, déjà, ça passerait pas. Ouais. Qu'en soirée, si un producteur vient te demander ton nom et que tu le dis Kaltenbacher, il a le temps de se barrer 3 fois. Et puis voilà, donc je me suis dit qu'on allait aller dans quelque chose d'un peu plus simple. Et puis ça fait toujours des bonnes blagues. Hein. Et alors ton nouvel album s'appelle Too Old to Die Young. Mais ça ne vaut rien dire. Ça ne vaut rien. Si ça veut dire. Ça veut dire même plein de tout choses. vieux pour mourir jeune. Ouais. Explique-moi, mon ami, je t'en prie. C'est vrai, j'ai le droit de Ah oui, Magnifique. j'ai envie. Donc mon premier album s'appelait Tomorrow May Not Be Better. J'aime bien toujours un peu ces titres. Ce qui veut dire, parce que je comprends rien. Il se pourrait que demain ne soit pas meilleur. Ah, donc ouais, je laisse. Ça, je peux comprendre. Je laisse ouvert. J'aime beaucoup ces titres qu'on peut interpréter vraiment de 2 manières différentes, une très positive, une très négative. Et parce que déjà, pour une seule et bonne raison, c'est que ça instaure un dialogue, ça instaure une discussion. Après, moi j'ai un côté, si tu veux, avant, le temps pour moi c'était quelque chose de terrifiant. Où j'avais l'impression qu'une journée c'était très court. Pour moi aujourd'hui le temps c'est quelque chose de magnifique, où une journée peut être fractionnée en plein de 5 minutes, durant lesquelles on a le temps de faire plein de choses. Too Old to Die Young, c'est reprendre ce concept. À l'intérieur de l'album, il y a une chanson qui s'appelle Never in Your Town et qui dit simplement, pas la haine que j'ai, mais disons le mépris que j'ai pour un événement comme le Nouvel An. Parce que pour moi c'est quelque chose de débile de passer de quelque chose justement de passé à quelque chose de futur sur une seconde, alors qu'on est dans un truc de continuité avec tout ce que ça implique au niveau des sentiments des gens qui sont déprimés parce qu'il y a ci à faire. Les bonnes résolutions, s'il faut les faire, faisons-les en août. Si je comprends bien, tu voudrais que le 1er de janvier ne soit plus le 1er janvier, mais au mois d'août. C'est un très bon résumé. Non, c'est juste donner moins d'importance au temps dans sa conception justement très terre-à-terre. C'est enlever tous ces clichés un petit peu du... Parce que je l'entends trop souvent, voilà, à 30 ans je vais me marier, à 32 j'aurai une maison avec des gamins. C'était un petit peu, voilà, décrypter tout ça. Tu vas pas avoir des gamins à 72 ans non plus. Non, mais c'est pas vraiment une question de ça, c'est ce côté où, dès le moment où tu nais, pour moi, tu es trop vieux pour mourir jeune. Il y a ce côté où, dès l'instant où tu as accès à la vie, tu es trop vieux pour mourir jeune. Il y a aussi cet aspect-là que je voulais développer dans le titre. Voilà la suite demain donc avec Jean-Louis Leclerc et Bastien Baker que vous retrouverez très bientôt sur scène. Le 21 juillet prochain, il sera à l'affiche des Francopholies de Spa. Il y aura ensuite le Festival de Ronquière au début du mois d'août. Et puis le Cirque Royal, ça ce sera pour dans quelques mois, le 8 novembre prochain. Nous allons maintenant parler de théâtre avec notre dernier invité, c'est Alain Lempoul. Ce comédien bruxellois qui a aussi dirigé la DAC pendant de nombreuses années a été récemment à l'affiche de pièces comme Race, Le Tour du Monde en 80 jours ou encore Qui est Monsieur Schmitt. Il nous revient, dirigé par Pietro Pizzuti, dans Conversation avec ma mère où il donne la réplique à Jacqueline Beer. Bienvenue Alain. Merci. Bienvenue aussi à Soraya. Conversation avec ma mère. C'est vous qui êtes à l'initiative de ce spectacle. C'est l'adaptation d'un film. Oui, effectivement. D'abord, premièrement, ça fait plusieurs années que Jacqueline et moi avons le rêve, l'envie de jouer ensemble. Ouais. On a envie, j'aime pas le terme confronter, mais on a envie de... On s'est chacun vu pendant des années au théâtre et on s'est dit si on pouvait un jour trouver un texte. On en a lu... Pourquoi? Ouais. D'abord, moi, d'abord et avant tout, j'admire la comédienne qu'elle est, la carrière qu'elle a. Je l'ai produite 2 fois, Masterclass et puis Oscar et la Dame Rose. Et donc j'ai vu cette femme travailler, j'ai vu le monstre que nous avions chez nous. Et c'est facile de jouer avec quelqu'un qu'on admire autant, parce qu'on sent l'admiration ici, justement. Ben oui, parce qu'il y a un respect. Il y a un respect. Moi, ma crainte était qu'il n'y ait pas le respect mutuel. Il a lieu, heureusement. Et donc c'est merveilleux parce qu'on a une amitié dans la vie. Et immédiatement, il y a une amitié scénique qui naît. Ouais. Donc effectivement, donc pour jouer la mère et le fils, pour jouer la mère et le fils, il faut quand même un peu se connaître. Alors revenons sur ce texte qui est en effet l'adaptation d'un film. Exactement. Et donc quand vous avez vu ce film, vous vous êtes dit là il y a un truc. Alors, c'est dans l'autre sens que ça s'est passé. Le film est précédent, effectivement. Mais par contre, on m'a envoyé la pièce. J'ai lu cette pièce. Et je suis tout de suite dit, là, il y a quelque chose. Et puis, j'ai regardé le film. Et là que j'ai vu la force du théâtre. Parce que la pièce
ne met en place que la mère et son fils. Le film, on voit tous les personnages dont on parle. Et la force du théâtre, c'est qu'on fait travailler l'imaginaire du spectateur et qu'on raconte les autres personnages et chacun les voit comme ils veulent. Alors l'histoire, c'est l'histoire d'un homme qui a une cinquantaine d'années, qui va voir sa mère, c'est pas souvent, mais il va la voir parce que ça va pas. Il vient de perdre son boulot, ça va pas avec Laura qui est donc sa femme. Il va demander à sa mère de quitter cet appartement parce qu'il doit le vendre, faute d'argent, et il a besoin de cet argent. Elle va refuser. Il a un autre truc à lui annoncer, on en parlera peut-être, mais pour le moment on n'en dit rien. Elle a aussi une nouvelle à lui annoncer. Et puis finalement, c'est une pièce en deux parties, avec une grosse surprise dans la deuxième partie. Voici quelques images de ce spectacle. S'il te plaît, je t'ai dit 1001 fois de me dire où tu vas, ou de laisser un mot au voisin, ou au bureau, ou de m'appeler sur mon portable. J'arrive et je ne te trouve pas. Et rien, je m'inquiète. Mais je ne sais pas, moi. Allez, dis-le. Et te dire quoi? Ça t'effraie de penser qu'un jour tu vas arriver, au lieu de me retrouver morte dans mon lit, tu me retrouveras morte ailleurs. Maman! C'est que ma mémoire me joue des tours de temps à autre. Il y a des fois où j'oublie des choses qui se sont produites un instant auparavant, et je me rappelle d'autres qui se sont passées quand j'étais enfant. Je ne sais pas. Signe de vieillesse. Chaque fois que je cuisine, je pense que tu vas venir manger. Je te l'ai déjà dit? Oui. Tu vas rester manger? Je t'ai déjà dit que non. Voilà, c'est pour l'instant l'espace Delvaux à Bruxelles, jusqu'au 18 mai, mise en scène par Pietro Pizzuti. On a l'impression d'une, et on en parle souvent d'ailleurs dans le spectacle, d'une sorte de psychanalyse entre une mère et son fils. Une mère d'ailleurs qui parle souvent de Freud. Il dit finalement, ce type nous doit tout à nous les mères, alors que les pères, il n'a jamais rien compris à ce que c'est qu'un père. Oui, en gros, c'est un peu ça, quoi. C'est un petit peu ça, c'est vrai. Mais c'est vrai que pouvoir parler, l'événement dont vous avez parlé, amène ces deux personnages à enfin dialoguer, à enfin se dire la vérité et ne pas être derrière les apparences. Parce que ça, effectivement, c'est un sujet qui est souvent compliqué dans notre vie à tous. Parler à notre père ou à notre mère ou la personne âgée qui a un fils adulte et qui voit que le fils adulte va ou la fille adulte va du fil du mauvais coton. C'est très compliqué quand on est deux adultes de pouvoir se dire réellement les choses quand on a un lien de proximité aussi important qu'une filiation. Est-ce qu'on se connaît bien d'ailleurs quand on est aussi proche? Parce qu'il y a aussi l'aveuglement d'être pour l'un la mère et pour l'autre le fils. Mais la mère défend la thèse de dire je te connais parfaitement puisque je t'ai fait, donc tu peux rien me cacher. Mais ça c'est facile, ça. Bien entendu, mais elle se camoufle derrière ça parce qu'il y a des choses qu'elle ne veut pas entendre. Donc aussi le fils vient lui dire des choses qu'elle ne veut pas entendre. Donc elle continue son autorité naturelle de façon à annihiler toute velléité qu'aurait le fils de vouloir aller dans une conversation qu'elle n'a pas envie d'avoir. Alors s'agissant des apparences, moi je trouve que c'est assez intéressant et c'est peut-être un autre plan de la pièce ici. Moi je l'ai vu aussi cette pièce comme un instantané, j'allais dire de la société espagnole, mais on pourrait dire presque de la société occidentale, qui garde un sourire figé aux lèvres tant qu'elle peut consommer, et puis dès qu'il n'y a plus, dès que c'est la crise, dès qu'il n'y a plus d'argent, les apparences s'effondrent, et il est à cet endroit-là de sa vie aussi, à un moment où tout s'effondre, tout ce en quoi il a cru. Tout à fait exact, Le film date de 2002, qui est la crise argentine. Les adaptateurs, les adaptateurs qui sont les scénaristes du film l'ont transposé en Espagne parce qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard, on est complètement là-dedans en Europe. Ouais, c'est un très beau spectacle et un très beau duo aussi parce que il fallait réussir cette rencontre. Je pense que c'est fait. Jacqueline Beer et Anna Lempoul sur la scène de l'espace Delvaux. C'est jusqu'au 18 mai. Vous allez bien sûr sur notre site pour en savoir plus et pour avoir les différents liens. Sachez déjà que ce spectacle qui démarre sa carrière va être repris la saison prochaine. On en reparlera. Ce sera notamment au Théâtre Le Public. On va terminer avec un chapitre littérature. Vous avez lu Soraya, Automobile Club d'Égypte. Et c'est un bouquin qui est sorti aux éditions Actes Sud. Et c'est un vrai coup de cœur. Vous vouliez nous en parler? Oui, et puis surtout, je voulais vous en parler ici parce que Ella Swani, c'est un auteur qu'on trouve ici à la Villa en Pin, dans le petit magasin ici à Tenant. Et c'est un auteur qu'on suit de très très près. C'est un immense auteur arabe. C'est vraiment l'auteur arabe contemporain, populaire du moment, populaire au sens noble du terme, parce que Ella Swani, c'est un dentiste de son état.
résultats. Et ça fait des années que dans son cabinet dentaire, qui est presque un espèce de salon de coiffure, il voit défiler des Égyptiens qui viennent lui raconter sa vie, les tourments, les difficultés, l'amour. Ils viennent raconter tout ça à Ella El Aswany, qui est fils d'auteur. Hein. Son père était un auteur lui-même. Et on peut dire que cette voix, cette parole des Égyptiens, c'est un peu le ferment de ces livres. Alors, il y avait eu L'immeuble Yacoubian qui racontait magnifiquement adapté bien. Au cinéma, d'ailleurs. Adapté au cinéma, traduit dans 20 langues, plus de 20 langues même, qui racontait magnifiquement bien en fait la prise d'otage du peuple égyptien. On pourrait dire d'autres pays aussi, entre d'un côté les dictateurs et de l'autre les obscurantismes religieux. Ici, il nous revient avec un livre qui de nouveau est une fresque. On le voit, Ella El Aswany, c'est un peu comme Tom Lanois, il ne fait pas de la littérature minimaliste, ça déborde, il y a énormément de choses. Tom Lanois dit toujours ça, moi je suis un fils de boucher, j'en mets plein, il y a beaucoup. Ella El Aswany, il est un peu comme ça. Il y en a un peu trop, je vous le laisse. Exactement, il reste toujours un petit peu de fond de sauce dans le plat. Ici, c'est un peu la même chose. Et ce qu'il nous raconte ici, Ella El Aswany, il nous replonge dans l'Égypte des années 40. Le roi Farouk est au pouvoir. C'est un roi vraiment au bout de course. Il passe ses journées à jouer, à boire, à manger et à se taper des gonzesses, l'échéance, celle des autres. Et en fait, il a grandi sous la tutelle et puis en même temps le regard bienveillant mais très intéressé d'un bonhomme qui s'appelle El Khouo. Alors El Khouo, c'est un bonhomme qui use et qui abuse de l'influence qu'il a sur le roi Farouk et qui a une vision du monde assez binaire et qui est au cœur de cet ouvrage. La vision d'El Khouo, c'est qu'il y a deux types de gens sur la planète. Il y a les étrangers, il y a les occidentaux qui sont beaux, qui présentent bien, qui parlent bien, qui sont des gens respectables. Il faut les respecter, ces gens. Et puis il y a le reste. Il y a le bétail, sous-entendu les Égyptiens, qui sont vraiment des sous-merdes. En fait, qui sont des vauriens, qui ne valent rien du tout et qu'il faut tenir à la baguette. Et en fait, tout le travail d'El Khouo, qui travaille pour le roi Farouk, c'est de s'occuper de tout le service, 12 paires de guillemets autour du service, des palais royaux qui se trouvent un petit peu partout en Égypte, en ce compris l'Automobile Club, en fait, qui a été fondé par le père du roi Farouk. Et en fait, le service, pour El Khouo, c'est l'asservissement. Il faut asservir les serviteurs qui sont là plus bas que terre et qui, en fait, vivent d'humiliation, qui vivent toute la journée sous les coups et qui, à un moment donné, finissent par intégrer ce discours, qui est un discours colonial, mais fois 12. C'est-à-dire que c'est un discours qui atteint un cynisme profond. Et il y a des serviteurs qui vont essayer d'aller contre ça, qui vont se rebeller et qui vont se rendre compte d'une chose, c'est que leur pire ennemi dans ce combat pour un état de droit, parce que ce qu'El Khouo dit, c'est qu'il y a des gens, il y a des citoyens sur cette planète qui méritent l'état de droit et d'autres pas, ces serviteurs vont se rendre compte que leur pire ennemi là-dedans, ça va être leurs frères, qui ne vont pas les suivre parce qu'ils ont peur et puis surtout parce qu'ils ont intégré cette idée que ce ne sont pas des citoyens de droit. Et c'est ce que raconte Ella El Aswany, entre autres choses. Voilà, dans Automobile livre. Club d'Égypte, c'est chez Actes Sud. Et vous l'avez compris, Soraya a beaucoup aimé ce bouquin. Merci beaucoup, Soraya. Merci, Alain. Merci, plaisir. Cédric. On se retrouve demain ici à la Villa Ampin. Nous recevrons Stéphane Coleman et Éric Maltête pour le retour de Choc, Monsieur Choc, le méchant de Tiffé Tondu. Marek Alter sera également des nôtres, de même que Scarlett Ohana, Benjamin Potel et David Giannoni. On parlera de poésie avec eux. Bonne soirée, à demain. Merci. Un jour, je ne serai pas. Différentes.